quand même ne faiblit pas. Jusqu'à aujourd'hui, nous en sommes à 284. Je crois que là aussi, peut-être, heureusement qu'aujourd'hui, il n'y en a pas. Hein, il n'y a pas eu de mort. Mais là aussi, je crois qu'il y a peut-être quelque chose à dire. Mais je crois que l'un dans l'autre, il y a quand même un progrès qui a été constaté pendant cette semaine-là. Maintenant, est-ce que nous sommes sur le chemin du pic? Parce que quand on parle de pic, je crois que c'est un constat a posteriori. J'ai toujours dit qu'il faut qu'on dépasse, c'est-à-dire ce seuil-là, pour qu'on puisse constater qu'en réalité, qu'on a dépassé le pic. Est-ce que nous sommes dans une phase plateau? Parce qu'on a l'impression que... Mais avec la Covid-19, est-ce qu'on peut vraiment parler de pic? Parce que quoi qu'on puisse dire, si, on a vu que quand même la pandémie évolue en dents de scie. Oui, ça peut évoluer en dents de scie. Mais vous savez, pendant toutes ces semaines, il y a un effet de stabilité. Quand il y a effet de stabilité, on peut parler de phase plateau. Et certainement, si maintenant on constate qu'il y a réellement une régression au niveau de la contamination, au niveau surtout des cas graves, là, on peut bel et bien parler de pic. Mais je crois qu'il va falloir attendre parce que la semaine dernière, on a constaté qu'il y a quand même une certaine stabilité et même une certaine régression de la maladie. Dès l'instant qu'il y a une montée en flèche des cas de guérison, on a constaté que les cas graves ont complètement régressé, les cas de contamination aussi ont régressé. On peut espérer que nous sommes dans une phase plateau qui va nous mener vers tout simplement un pic. Mais pour l'instant, on ne peut pas du tout le dire. Il faut quand même attendre. D'autant plus que vous l'avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire cette épidémie évolue en dents de scie. Il y a eu un classement qui a été effectué là où on constate carrément qu'il y a une régression, là où il y a une montée en flèche et là où il y a toujours une évolution en dents de scie. C'est vrai que le Sénégal fait partie de cette catégorie où l'épidémie évolue toujours en dents de scie. Mais on peut espérer, avec la semaine que nous venons de vivre, surtout avec cet effet de stabilité, que nous sommes dans une phase vraiment plateau qui va nous mener certainement, nous l'espérons, qui va nous mener vers un pic. Mais si nous prenons aussi, je crois, au niveau mondial, on se rend compte que là, peut-être il n'y a pas une évolution parce que ces semaines dernières, nous étions 80e pays du monde en termes de guérison. Aujourd'hui aussi, nous le sommes encore. En Afrique, nous sommes 10e. Et je crois les semaines dernières aussi, on en était, je crois, à 11e. C'est-à-dire que là aussi, il y a toujours une certaine stabilité. Bon, maintenant, il va falloir globalement analyser ces chiffres-là. Mais toutefois, ce que l'on peut dire, c'est que aujourd'hui, le Sénégal, quand même, est dans une certaine stabilité sur... En tout cas, si on constate le nombre de cas de contamination, les cas graves qui ont diminué et surtout les cas de guérison vraiment qui sont montés en flèche. Alors, les chiffres, on le sait, sont quand même à la baisse. Alors, est-ce qu'on peut dire quand même que la prévention a porté ses fruits? Est-ce que les populations se rendent plutôt à l'hôpital? Est-ce que ça peut expliquer cette tendance baissière? Oui, ça pourrait l'expliquer parce que nous avions eu beaucoup d'inquiétudes à l'issue de la fête de la Tabaski. Et comme vous le savez, les facteurs favorisant, en tout cas, la progression de l'épidémie, c'est la vitesse et le nombre de contacts, donc les déplacements, les rassemblements. Si après cette inquiétude, on a vu quand même des mises en garde, en tout cas, une meilleure sensibilisation et même des directives fermes qui ont été données pour quand même organiser l'espace public avec les mesures de prévention. Et je pense que ce que nous pouvons voir, surtout dans la région de Dakar, qui constitue l'épicentre de l'épidémie, il y a eu quand même en tout cas une prise de conscience qui a été notée et qui s'est traduite par le port de masque, en tout cas dans les lieux publics. Cela peut avoir un effet parce que pour cette épidémie, ce qui est le plus important, c'est effectivement l'adoption des mesures de barrière. Et plus nous sommes dans la discipline individuelle et collective par rapport au respect de ces mesures barrières, plus nous avons des chances de pouvoir, à défaut de stopper complètement l'épidémie, au moins de le contenir et de ralentir la progression du virus. Donc, nous misons effectivement sur cette prise de conscience à l'échelle du pays, à l'échelle de toutes les catégories sociales, à l'échelle de toutes les communautés, pour que nous puissions avoir des chances
de pouvoir en tout cas contrôler cette épidémie. Alors cette prise de conscience commence quand même à être effective parce qu'on le sait, aujourd'hui on voit tout le monde que chacun a son masque, que chacun peut-être essaie tant bien que mal de respecter les mesures barrières, Seigne Saliou. Oui, mais ce qu'il faut aussi constater, c'est que le port du masque n'est pas une assurance totale pour ne pas contracter la maladie. Parce que moi, la manière avec laquelle je vois ces gens-là, en tout cas une bonne partie de la population porter le masque, je dis que ça peut être sujet même à contamination. Ah bon? Bien sûr. Parce que quand vous voyez des gens qui portent le masque sous le menton, pour le relever par la suite, et quand je vois aussi des gens qui enlèvent avec la main les masques, ça dit si le masque était déjà souillé, ça veut dire qu'on a complètement les mains qui sont souillées. Et moi, j'ai l'habitude de dire que le moyen le plus rapide pour contaminer, je crois que c'est le monoportage, mais c'est pas surtout les masques. C'est vrai que les masques, quand même, c'est un moyen pour se protéger. Mais dès l'instant qu'il y a effet de distanciation sociale, en ce moment-là, je crois que le masque, quand même, s'avère inopérant. Mais il faut constater que depuis que le ministre de l'Intérieur a fait sa sortie, quand même, il y a, je ne sais pas si c'est une prise de conscience ou bien si c'est une contrainte, mais on peut dire que ça a au moins eu un effet. Maintenant, le problème qui se pose, c'est-à-dire dans l'analyse globale, M. Ndiaye l'a dit tout à l'heure, ici à Dakar, on se rend compte que jusqu'à aujourd'hui, que l'épicentre de la maladie, c'est toujours Dakar. Il est vrai que la semaine dernière, les semaines passées, on en était à 74%, mais aujourd'hui, nous en sommes toujours à 70,52% au niveau de Dakar. Au niveau de la banlieue, nous en sommes à 18 et quelques. C'est-à-dire que la maladie jusqu'à présent persiste. Et même au sein même de Dakar, c'est-à-dire les 4 districts de Dakar, il y a quand même des variantes. Parce que si on prend le cas de Dakar-Ouest, à Dakar-Ouest, toujours la maladie est en train de faire une montée exponentielle là-bas. Parce qu'il fut un temps où les 4 districts, la différence c'était tout simplement ça situait au grand maximum autour de 10. Mais aujourd'hui, remarquez qu'à Dakar-Ouest, il y a 1984 cas au niveau de Dakar-Ouest. Tandis qu'à Dakar-Nord, qui est le dernier bien sûr sur la liste, il y a 1335 je crois. Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, il y a quand même des zones où la maladie est en train de progresser. Si vous allez dans la banlieue, aujourd'hui, c'est Guédiawaye qui est en train quand même de monter en flèche. Au moment où peut-être à Pikine, on constate qu'il y a un effet de ralentissement. La zone où réellement on a connu vraiment une certaine stabilité, je parlerai même de régression, c'est dans la zone de Diourbel. Parce qu'à Diourbel, je crois que pendant 3 jours, il n'y a eu que 3 cas de contamination. Et j'ai même entendu un jour un docteur dire que dans leur centre de traitement, il restait seulement un patient quand même qu'on devait normalement libérer dans les heures qui devaient suivre. Ça veut dire que donc, à ce niveau-là, je crois qu'il y a quand même un travail qui a été fait. Et c'est bon dans la mesure où bientôt le Magal va être organisé dans cette zone-là. Mais au même moment, à Thiès, la maladie ne faiblit pas. À Ziguinchor est en train quand même de monter à pas de géant. Ça veut dire qu'il y a des efforts que l'on doit faire, surtout pour ces zones-là. Au niveau de Dakar-Ouest, au niveau de Dakar-Centre, au niveau de au niveau de Thiès, au niveau de Guédiawaye, au niveau aussi de Ziguinchor, il y a un travail à faire. Parce que si je prends ces 4 contrées-là, ça concerne 90% des cas d'infection dans ce pays-là. Ça veut dire qu'il y a réellement des efforts qu'on doit encore faire. Même si on constate... Et même dans les efforts, voir un peu comment telle ou telle région ou bien telle ou telle localité a eu surtout le cas de Touba. Voilà. Parce qu'au départ, Touba était... Bon, quand je parle de Touba, je parle de la région de Diourbel. La région de Diourbel était 2e sur la liste après Dakar. Mais on se rend compte aujourd'hui que le total, quasiment, ça ne fait même pas 700. Au moment où à Thiès, on fait plus de 1500. Alors qu'au départ, Thiès était derrière. Aujourd'hui, on voit que Ziguinchor, c'est presque 300 et quelques. Bientôt, Ziguinchor risque même de dépasser la zone de Diourbel. Donc, je crois qu'il y a quand même des efforts. Essayez de voir maintenant quelle est la stratégie qui a été mise en place à Touba, quand même pour avoir ce résultat-là. Parce que Touba, c'est la zone la plus redoutée. C'est la zone la plus redoutée. Il faut aller à Touba pour se rendre compte que même en réalité, les gens ne portent pas les masques comme cela se doit. Malgré l'injonction de Khalif, à Touba, les gens quasiment ne portent pas de masque. Et pourtant, il y a eu des résultats qui ont été constatés là-bas. Donc, quelle a été l'expérience de Touba? Quelle a été la stratégie mise à Touba pour arriver aujourd'hui à ce résultat? Je crois que, peut-être nous, nos experts et nos spécialistes vont quand même s'imprégner peut-être du cas de Touba.
Bon, même si les efforts qu'ils ont fait quand même dans leur propre localité, on ne les sous-estime pas, mais il va falloir voir comment à Touba, les gens ils ont pu gérer la maladie de sorte que pendant 3 jours, je crois, il n'y a eu que 3 cas. Alors qu'au départ, Touba était 2e sur la liste. Est-ce qu'au niveau du ministère, est-ce qu'on essaie de voir justement ces mesures? Comment telle localité a pu faire, par exemple le cas de Touba, comment Touba a pu faire pour faire baisser drastiquement ces nombres de contaminés par rapport aux autres localités? Je voudrais d'abord préciser une chose. Pour les mesures de prévention, un seul comportement, par exemple le port du masque, n'est pas, je veux dire, la panacée. C'est un ensemble. Ouais, il faudra que, d'une manière, comme je l'ai dit, individuelle et collective, qu'on combine tout ce qui est gestes barrières. C'est en ce moment-là qu'on a des chances de pouvoir impacter sur la progression de l'épidémie. Il s'agit effectivement de port de masque. Quand vous êtes seul dans la rue, loin d'une personne, effectivement, on pourrait dire le ne pas porter le masque ne pose pas de problème. Mais compte tenu du fait qu'à tout moment, on peut être dans un rassemblement, il faut toujours avoir le masque avec soi et le porter quand on est avec des personnes. Et en plus de ce port de masque, autant que possible, faire une distanciation physique, ce que nous faisons actuellement au niveau de ce studio. Et aussi avoir l'habitude de se laver les mains avec de l'eau et du savon ou utiliser les solutions hydroalcooliques. Adopte ces comportements, plus nous avons en tout cas un gain réel en termes de réduction de la progression de la pandémie. Effectivement, pour revenir à votre question, toutes les données que nous avons, nous essayons de les analyser et de faire ressortir des informations qui nous permettent d'ajuster les stratégies. C'est vrai qu'il a énuméré ici les cités qui sont, en tout cas les villes ou en tout cas les zones où, en fonction de l'évolution de l'épidémie, on note ça et là une progression ou une régression. Et effectivement, toutes ces analyses-là sont faites pour capitaliser. Donc, pour vous dire aussi que, effectivement, aussi, c'est important de le dire, dans la région de Diourbel et plus particulièrement dans la ville de Touba, l'engagement communautaire a été très fort, porté par les leaderships religieux. Et là, c'est une expérience que nous devons capitaliser. Et nous espérons que ce que nous constatons comme, en tout cas, des signes encourageants vont perdurer pour pouvoir effectivement, en tout cas, avoir un peu de soulagement et nous concentrer effectivement sur les zones où le problème se pose le plus. Dakar Ouest, qui concentre la zone de Yoff, des Almadies, jusqu'au Sacré-Cœur 3, jusqu'au Nord-Foire. Surtout Ouakam. Oui, Ouakam aussi. Et c'est là où d'ailleurs on a identifié le premier cas au Sénégal. Donc Dakar Ouest a été pendant très longtemps l'épicentre de l'épidémie. C'est le moment aussi, c'est le moment privilégié pour moi aussi de saluer le leadership du médecin-chef de district et de ces équipes qui ont été vraiment à la pointe du combat. Parce qu'à un certain moment, ils étaient complètement débordés, mais ils n'ont jamais quand même vraiment plié par rapport à la gestion de l'épidémie. Donc, ce qui est sûr, c'est que chaque fois que les données que nous avons en temps réel, toutes ces données sont analysées et voir effectivement là où, d'une manière spécifique, nous devons intervenir pour inverser la tendance et aussi capitaliser là où on a des bonnes pratiques ou des succès. Très bien, c'est important. Alors, nous restons à Touba parce que on le prend comme ça pour exemple, mais il y a un événement religieux qui arrive, le Magal de Touba. Alors, comment aujourd'hui faire par rapport à la prévention pour faire respecter les mesures barrières? Parce que d'aucuns soutiennent que ça peut être quand même source de contamination, de propagation du Covid-19. D'une manière générale, pour tout rassemblement religieux ou pour tout autre événement qui regroupe des personnes, c'est évident, c'est partout dans le monde. On craint avec ces rassemblements qu'il y ait des circonstances favorables pour la progression de la propagation. Donc, il y a des inquiétudes. Mais comme vous l'avez rappelé tout en tout, je pense que tout le monde est conscient de cette situation. Et il ne nous appartient pas, nous, professionnels de la santé, de dire des injonctions. C'est surtout expliquer et d'engager les dialogues. Mais à des niveaux beaucoup plus élevés, il y a des concertations. Et je pense que toutes les mesures seront prises pour pouvoir faire en sorte que
cet événement vers lequel nous allons puisse quand même être géré d'une manière qui permet de ne pas avoir, après cet événement, une progression de la pandémie dans notre pays. Tout ce que nous pouvons dire pour le moment par rapport à cet aspect. D'accord, très bien. Alors, Saliou, justement. Oui, c'est-à-dire aussi, il faudra saluer les zones dans lesquelles, jusqu'à aujourd'hui, la maladie ne s'est pas déclarée. Et pourtant, ce sont des zones qui sont complètement entourées par des localités qui sont infectées. Je prends par exemple la zone de Goudomp. Parce que si vous partez de Oussouye jusqu'à Goudomp, vous voyez qu'à Goudomp, il n'y a pas, la maladie n'y est pas. Vous allez jusqu'à, il y a après Salémata, un peu, si vous avancez un peu, il y a Salémata. Salémata aussi n'est pas encore infecté. Vous allez jusqu'à Saraya. À Saraya, il y en a. Mais si vous remontez pour aller jusqu'à Podor, à Kilogne aussi, on voit que là, aussi à Kilogne, la zone n'est pas encore infectée. Vous venez un peu au centre, ça, ce sont des foyers maintenant qui sont devenus inactifs. Ça veut dire qu'on a l'impression que la maladie, c'est quasiment presque tout autour, avec quelques poches qui ne sont pas encore infectées. Maintenant, moi, l'étude que je voudrais tout simplement que nos spécialistes, ou bien nos chercheurs, nos experts fassent, c'est comment se fait que jusqu'à aujourd'hui, que ces zones-là ne sont pas encore infectées. Et pourtant, ils sont entourés. Ces zones-là sont entourées par des localités qui sont complètement, en tout cas, infectées par la maladie. Si ce sont des mesures de prévention, là aussi, je crois qu'il va falloir qu'on s'imprègne de ces expériences-là. Comment se fait-il qu'après 6 mois de pandémie, il y a des zones qui ne sont pas encore infectées par la pandémie. Si c'est vraiment des mesures de prévention qui ont été mises en place de façon très efficace, il va falloir quand même qu'on le donne en exemple et que le Sénégal, les gens puissent prendre en tout cas référence sur ces zones-là. C'est important de voir quelle stratégie ils ont adoptée justement pour... C'est ça. Oui, parce que si nous pouvons intervenir sur cet aspect, bien sûr. Ça peut s'expliquer. C'est vrai que Goudomp n'est pas très loin de Ziguinchor. Vous avez parlé de Saraya qui est à 85 km de Kédougou. Donc, il n'y a pas de mouvement de population en masse et d'une certaine intensité. C'est pareil aussi pour l'arrière-pays. Vous avez parlé de Tchilogne, de la région de Matam, la région de Ziguinchor, la région de Kédougou ont été pratiquement les dernières régions à être touchées. C'est juste parce qu'effectivement, du point de vue des contacts, en tout cas du transport ou du déplacement des populations, ces régions sont les régions où, en tout cas, elles sont moins en tout cas, fréquentées. C'est ça qui, dans un premier temps, explique cette situation et nous prions pour que cela puisse continuer. Mais aussi, il y a aussi le leadership de ces médecins-chefs de district. Donc, on est en contact permanent avec eux. Surtout. Et je pense qu'ils s'apprennent aussi de ce qui se passe ailleurs et ils prennent leurs dispositions. Ils sont très réactifs et vraiment, ils sont à la pointe du combat. C'est pourquoi, effectivement, ils parviennent à mettre leur zone hors de porte du virus, si je peux m'exprimer ainsi. Donc là aussi, nous en apprenons et c'est l'occasion encore de saluer le leadership de ces médecins-chefs de district. En tout cas, il faut saluer ce leadership et aussi, je crois qu'il faudra les encourager. Je veux revenir un peu sur le Magal qui sera organisé bientôt à Touba. Moi, ce que je crains, c'est que tout le travail qui a été effectué jusqu'à aujourd'hui, au point de voir la maladie s'éteindre complètement dans la zone de Touba, vraiment puisse être complètement renversé par l'organisation du Magal. Parce que je crois qu'aussi, il ne faut pas se voiler la face. S'il y a Magal, ce qui est sûr et certain, qu'on est exposé à des transmissions, que ce soit la transmission communautaire, des cas contacts. Une chose est sûre, il y aura des cas de transmission. Maintenant, le problème qui se pose, c'est quoi? Comment faut-il faire pour essayer de limiter les dégâts? Parce qu'il y aura des contaminations. Il ne faut pas vraiment que les gens vraiment essaient de tourner en rond. Il ne faut pas verser dans la langue de bois. C'est sûr et certain que dès l'instant qu'il y a un regroupement de 5 millions de personnes, parmi ces 5 millions, il faut se dire il y a au moins une bonne centaine de mille qui sera porteuse de ce virus-là. Et là, est-ce que les mesures barrières peuvent être strictement observé pendant ces 3 jours? En tout cas, moi, j'en doute fort. Que faut-il faire? C'est là où il va falloir que le ministre